Donc il y a une course contre la montre. Entre d'un côté une guerre qui pourrait, d'après Finn, encore durer pendant des mois, et de l'autre côté, un risque international, mais dit Finn, qui toucherait d'abord les Européens, et pas nécessairement tout de suite les Américains. Alors, et là-dessus, j'ai l'impression, mon cher Laurent, que vous n'êtes pas totalement en accord avec cela. Il y a déjà un malaise sur le marché obligataire américain qui commence à avoir du mal à se placer. Il y a les obligations à 10 ans et puis à 30 ans. Et on voit qu'il commence à y avoir des difficultés à renouveler les acquéreurs. Les Japonais, par exemple, se sont fait tirer l'oreille pour renouveler leurs bons du trésor, parce qu'ils avaient besoin de rapatrier des capitaux vers le Japon, étant donné les manques à gagner infligés à l'économie japonaise par le blocage du détroit d'Ormuz. Et donc, ça implique qu'on est obligé à ce moment-là de penser à soi avant d'aller investir dans des bons du trésor américains. Et d'autre part, les bons du trésor américain, s'ils se sont bien vendus par le passé, c'est parce que les États-Unis assumaient leur rôle de gendarme du monde. Or, là où leur défaite, parce que c'est une défaite face à l'Iran, a des conséquences potentiellement très graves sur le plan économique et financier, c'est que le monde ne leur fait plus confiance comme gendarme du monde. Leurs proches alliés du Golfe ont été sous une pluie de missiles et les Américains se sont avérés incapables de les en prémunir. Or, les pays du Golfe sont de très gros détenteurs de capitaux, les fameux pétrodollars. Mmh. Alors là aussi, il y a une très grave crise de confiance. Il faut bien prendre conscience de ça dans les pays du Golfe vis-à-vis des États-Unis. Et je dirais, il y a une colère dans les pays du Golfe, notamment parmi les dirigeants, vis-à-vis des États-Unis. Donc, tous les projets d'investissement des pétrodollars dans les bons du Trésor américain, etc., vont souffrir considérablement de cette crise de confiance. Et il est probable que on va voir des flux se détourner vers d'autres régions du monde, d'autres puissances financières. Mmh. Donc, le rythme d'ébranlement du système économique et financier américain peut être beaucoup plus rapide que ce que l'on peut croire. Ça peut prendre beaucoup moins de temps que 6 mois, 8 mois, etc. Ça peut prendre 2-3 mois. Si cette crise du détroit d'Ormuz, etc., n'est pas réglée rapidement, ça commence à provoquer la possibilité d'une crise obligataire. Mmh. Et la crise obligataire, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les obligations d'État ne trouvent plus aussi facilement preneur, il faut augmenter les taux d'intérêt, etc., c'est une avalanche de conséquences économiques et financières, et ça peut conduire à des mécanismes de crise qui pourraient échapper à un moment donné au contrôle des institutions décideuses. C'est pour ça que Donald, ça le sait. C'est à mon avis là qu'il se sent le plus vulnérable. Et je crois qu'il est prêt à se déculotter beaucoup pour éviter ça. Mmh. Qui veut réagir par rapport à ce que Finn Andrén ? Quelque chose. Oui, c'est vrai ce que dit Laurent. C'est juste que je pense qu'en partie, cette partie de l'économie n'est pas suffisamment élevée dans le cadre de l'économie américaine dans son ensemble. Et aussi, il faut se rappeler que les taux ont été aussi beaucoup plus élevés par le passé aux États-Unis. Nous sommes encore dans une situation où les taux sont relativement bas. Il faut se rappeler que dans les années 80, les taux ont été beaucoup plus élevés pendant pratiquement tous les années 80. Donc, je pense qu'il y a encore du lest et les Américains peuvent encore énormément, prendre sur eux avant vraiment de voir des conséquences. Et d'ailleurs, je pense que la relation de soumission qui existe entre ces pays du Golfe et les États-Unis sont tellement, ancrées que c'est
vraiment très très difficile pour ces pays de changer d'alliance comme ça. Et même, on voit bien, hein, avec l'Arabie Saoudite, qui est pourtant membre du BRICS, mais qui a joué constamment pendant ce conflit sur le côté américain. Et peut-être qu'il le regrette maintenant. Mais néanmoins, on voit bien que malgré ce qui se passe, c'est très très difficile pour ces pays, même un pays comme l'Arabie Saoudite, de se détacher des États-Unis. Donc à voir. Mais effectivement, je suis d'accord avec Laurent qu'il y a beaucoup d'amertume. Hein. Ils ont même donné un avion valant 400 millions à Trump. Et à quoi ça sert ce cadeau maintenant ? Non. Je voudrais dire à Finn la chose suivante, c'est qu'on n'est plus dans les années 80. La résilience du système économique financier mondial n'est plus du tout la même. Les ratios de surendettement et de l'économie mondiale et de l'économie américaine depuis les années 80 se sont accrus d'une manière phénoménale. C'est juste que la dette américaine est surtout possédée par les États-Unis et pas tant que ça par l'étranger. Non, mais ça crée un climat général oui, je suis d'accord avec ça. De fragilité de la confiance, oui. Parce que plus cette pyramide de Ponzi qu'est l'économie mondiale, c'est une pyramide de Ponzi, c'est un château de cartes de dette qui n'a plus aucun rapport, c'est hors de proportion avec l'économie réelle. La réalité. Hein. C'est en dehors du réel complètement. La création monétaire par la planche à billets a pris une telle extension que c'est devenu un pur délire. Mais plus cette pyramide de Ponzi se dilate, plus elle peut s'écrouler sous un courant d'air. Et donc c'est pour ça que les événements géopolitiques aujourd'hui ont une portée beaucoup plus grave de ce point de vue-là que les événements géopolitiques des années 80. C'est là où il y a un danger extrême. Et c'est pour ça que quand je parle du gorille qui secoue la cabane, mais la cabane, c'est d'abord l'édifice économique et financier mondial. Et cette économie mondiale, elle est à la merci d'événements géopolitiques trop rudes. Et potentiellement hors de contrôle. Et à courte échéance, Jean-Pierre Debonnet nous fait un peu d'humour. C'est impossible que ça dure encore des mois. Il va y avoir la Coupe du Monde de football aux States. Trump va devoir lâcher du lest. Oui, notamment. Bon, je ne pense pas que ce soit la Coupe du Monde de football. Mais il y a tout un calendrier qui attend Trump. Hein. Et il y a le bicentenaire de l'avance. Et puis il y a les mi-termes en novembre. À mon avis, il dort pas bien. Hein. Lara, vous en pensez quoi ? Je pense que oui, il dort pas bien. D'ailleurs, il a montré quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire il a menti sur son intention première, sur l'histoire de pape et son conflit, ses reproches à Léon XIV. C'est la première fois où en fait il a retiré quelque chose qu'il avait déjà posté. Oui, il ne s'est pas excusé, mais il a retiré son post. Et ridicule. Il a cherché à mentir en disant c'était la Croix-Rouge, etc. Faut pas oublier que l'électorat aujourd'hui, l'électorat américain est quand même composé aujourd'hui avec des Sud-Américains qui sont bien plus catholiques que protestants, etc. Et que là, il va trouver des gens qui vont se rappeler longtemps ce qu'il a fait. Qui avaient voté pour lui. Oui, qui avaient voté pour lui. Donc, il perd une partie de sa base, selon vous, colonel Moi, je pense que oui. Ben, on a des preuves. Hein. Il y a cette... je cherche son nom, cette américaine, cette blonde... Paula White, l'évangéliste. Mais on voit bien que ça bouge dans son électorat propre. Je parlais de Tucker Carlson tout à l'heure, c'est évident. Ouais. Les MAGA, il le dit à un moment donné, le mouvement MAGA est par terre. Je ne sais plus quelle est la formule qu'il emploie exactement, mais c'est ça veut dire. Donc je pense qu'il a un vrai souci avec son agenda, qui est chargé et qui est lourd de menaces pour lui. Hein. On voit que l'attaque contre le pape, ça montre qu'il perd les pédales. Oui. Parce il perd les pédales ou bien il fait diversion? Non, parce que là, il détruit son électorat. Là. Il paie. Or, il est axé sur son électorat. Non. Alors, il y a un électorat droitard. Il y a un électorat droitard français qui existe, qui en veut au pape, qui se dit judéo-chrétien, mais qui est plus judéo que chrétien.
hein, si C'est vous pour ça qu'il ne faut pas aller dans le sens mettre les de... deux adjectifs ensemble. Ça, je suis bien d'accord. Mais il y a un électorat qui trouve que le pape abuse. Oui, mais cet électorat... Que le pape devrait s'occuper cet des chrétiens électorat, Non, ça, plutôt c'est- que des Gilles Palestiniens. Evans, c'est- Cet électorat, il vote en France. C'est pas un électorat américain. Oui, mais l'électorat Oui, américain, mais il est de différent. récentes conversions, on va Conversion. dire. Et- Mais moi, je pense que ça, c'est une erreur majeure, ce qu'il a fait là. Ce qu'il a fait, oui. Ah oui, je suis d'accord, complètement d'accord. Il perd les Il y a des gens aux États-Unis pour dire il faut le destituer parce que il est dément. Oui. Ses qualités, L'antéchrist. non, ils vont pas jusque-là. Oui, récemment. Carson, mais des membres du Congrès, que ce soit démocrates ou même républicains, disent non, il est Il a atteint de perdu la démence. Oui. Il est atteint de démence. Ouais. Et pour cette raison objective, l'article de la Constitution américaine, je ne sais plus lequel, Oui. prévoit Test une cognitif. procédure d'impeachment. Oui. Bon, et donc, moi, je pense qu'il risque ça. Et dans ces moments de lucidité, parce que je pense qu'il en a, il ne doit pas bien dormir, effectivement, Oui. et il doit Qui aggrave regarder les choses. avec inquiétude son baromètre de popularité. Hein, qui... C'est-à-dire qu'il y a peut-être une dégénérescence cérébrale liée à l'âge, Oui, c'est et possible. puis aussi à l'excès de stress à 80 ans. Oui. Il n'a pas une vie tranquille. Non, il est... Mais je crois qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher un phénomène biologique de dégénérescence cérébrale. Je crois que simplement l'accumulation de stress et la sensation de s'être collé dans un piège dont Oui. il a énormément de mal à sortir suffit à lui faire des conneries Oui, oui. gigantesques, Oui, oui. comme d'attaquer le pape, Oui. qui est une... c'est une erreur politique. Une erreur. Et d'ailleurs, Trump s'est montré quand même très habile politiquement. Et là, on commence à voir vraiment les Oui. premières erreurs Il perd les politiques. pédales. Il a été quand même quelqu'un de très lisse, c'est-à-dire qu'il Oui, n'y a rien qui colle. Oui, oui, oui. Et là, il y a quand même des choses qui commencent à coller. Mais j'aimerais ajouter une autre chose, que c'est pas que une question de Trump, hein, parce que les États-Unis ont, depuis un demi-siècle, une envie de détruire le régime iranien. Oui. C'est vrai. Cela va bien Obsessionnel. au-delà de Trump. Obsessionnel. Mais, Et Trump a quand même les Iraniens dans le collimateur. Oui, mais ça veut, Trump n'aurait jamais pu faire ça Depuis toujours. s'il n'y avait pas eu derrière Trump une énorme partie de l'État profond américain qui était d'accord avec son plan, parce que vous imaginez bien que les États-Unis, Washington, qui est un énorme appareil bureaucratique, ne va pas laisser un seul homme décider sur des questions de guerre et de paix. Ça ne se passe pas comme ça. Le président des États-Unis aura eu, disons, des conseils. Et en fait, on voit bien dans cet article du New York Times qu'il n'y a pas eu trop de commentaires négatifs. Ils ont essayé de l'avertir un peu, mais on sent très bien qu'il y a une vraie volonté d'y aller. Et cette volonté, elle existe depuis très longtemps. Il faut comprendre que les États-Unis ne peuvent pas et ne vont pas accepter juste une défaite en Iran. Et c'est ça qui rend ce conflit si dangereux. Les Américains n'accepteront pas une défaite en Iran. Et donc, Mais qu'est-ce que ce serait une défaite? ben, ça veut dire Parce qu'il y qu'ils aura vont, pas de défaite qu'ils vont militaire. faire toutes ces grandes concessions. Parce que je rappelle que l'objectif, c'est de défaire l'Iran et ensuite aller vers la Chine et continuer sur la voie de la domination mondiale. Et il n'y a rien qui pourra... Alors ça, c'est votre analyse. Ça, c'est mon D'autres analyse, bien ont une sûr. analyse qu'il va se rétracter, que son objectif est toujours de se rétracter Mais sur c'est ça l'Occident. où le problème pour l'Iran apparaît, parce que si l'Iran fait des concessions et les États-Unis aussi, ça ne voudra que dire que dans 6 mois ou dans 6 ans ou dans 10 ans, Ça recommence. ils vont attaquer à nouveau. Parce qu'ils ne vont jamais abandonner le plan de détruire le régime qui existe en Iran. Et avec ou sans Trump. Mais- Ça fait partie de la stratégie hégémonique américaine. C'est ça qu'il faut que les Mais- Iraniens comprennent. Mais on est d'accord, je pense que les Iraniens l'ont compris, mais en même temps, aujourd'hui, c'était le but de cette guerre, et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Le régime sort renforcé Tout à fait. plus que jamais. Avec des problèmes, hein. Ils ont subi des destructions quand même majeures, d'ailleurs certaines qui quand même relèvent à mon avis du crime de guerre, parce que quand on détruit en partie l'Institut Pasteur ou les 30 universités iraniennes, c'est vraiment, ou cette école de petites filles au départ, c'est vraiment l'intention de nuire. Et c'est cette haine qui est derrière, cette haine de l'Iran, avec en fond de tableau l'ambassade américaine, 79, l'échec de l'opération de libération des otages dans le désert,
Et à ce sujet, l'opération ratée l'autre jour du côté d'Ispahan Tout à fait. fait penser à la même chose. C'est les mêmes images. Hein. On voit les avions et les hélicoptères calcinés américains. Alors, quelles que soient les circonstances réelles dans lesquelles ça s'est passé, on dit c'est peut-être les Américains qui etc. J'étais pas. Donc c'est toujours très difficile d'avoir un... Ça se saura un jour. Hein. Mais vous voulez dire, Colonel Hogarth, que c'était pas le sauvetage d'un pilote? Non, c'était l'opération. Un commando qui a été envoyé pour récupérer l'uranium. Qui a été avorté. Évidemment. Une opération de search and rescue, c'est quelque chose d'extrêmement furtif, précis et limité en termes de moyens. Il y a les moyens qu'il faut, couverture radar, etc. Mais voilà, bien sûr, là quand vous mettez sur le terrain de ces 130 spéciaux, des forces spéciales, que vous mettez des Black Hawk, que vous mettez des Little Bird, les hélicoptères légers, des forces spéciales, que vous mettez des Humvee, que vous mettez quelque chose comme 200 hommes des forces spéciales sur le terrain, c'est pas pour aller chercher un colonel qui s'est blessé. D'ailleurs, un colonel, c'est étonnant, dans le cockpit, qui s'est blessé et qui a fait un prodige de marche dans des conditions hallucinantes, alors qu'il est blessé et qu'il grimpe les montagnes et qu'il arrive à se faire récupérer. Tout ça, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Donc on ne connaît pas son nom. Non. Il n'a jamais été présenté. Non. Et Trump n'est pas celui qui évite une occasion de faire un photo opportunity. Donc on se demande, est-ce que cette personne existe, est réelle, qui sait? Aujourd'hui, la presse ne pose aucune question à cet égard. Donc, première SCAR, mais pas la deuxième. La deuxième, c'est un commando qui est allé chercher, qui a voulu chercher l'uranium. C'est une opération spéciale. C'est ça. Avec comme objectif. Notre presse n'en parle pas, ce serait du complotisme, enfin. Mais les complotistes sont ceux qui ont raison. On le sait maintenant. Notre presse, elle nous parle d'une arme quantique qui a été utilisée, un calcul qui était fait sur les battements de cœur de ce colonel et qu'on est passé dans le futur. Ils ont identifié un battement de cœur qui était fantastique. C'est ça qu'on nous a vendu dans les médias. On est dans le spectacle. Et en fait, le spectacle, il doit tourner à l'avantage de Trump. On en revient. À chaque fois, il essaie de se raccrocher aux branches. Mais c'est là où c'est bizarre, non, colonel? Parce qu'à la base, il le détestait. Et maintenant, quand on regarde la façon dont il couvre tout ce qu'il fait, mais c'est juste hallucinant. Mais parce qu'à mon avis, tout simplement, derrière Trump, il y a le système américain et l'Occident, et ils ne peuvent pas. Ils vont pas se laisser faire aussi facilement. Vous aurez vu que pendant tout ce cessez-le-feu, les équipements et les militaires n'ont cessé d'arriver au Moyen-Orient. Il y a des gens qui traquent donc les envois, les convois d'avions et de soldats. Ils n'ont pas continué à renforcer leurs forces pendant tout ce cessez-le-feu. Donc si réellement ils cherchaient une issue et qu'ils considéraient que la phase militaire elle est terminée, on n'aurait pas vu cela. Donc tout porte à croire qu'au minimum il y a un plan B qui est prêt à être activé mardi ou la semaine prochaine pour encore une fois faire une opération militaire. Ça peut très bien être un feu d'artifice final. Tout à fait. Pour dire, pour offrir on cette donne victoire, un dernier coup, justement. On balance tout ce qu'on peut. C'est ça. Et pour pouvoir dire, maintenant c'est réglé, on peut rentrer à la maison et s'occuper de Cuba ou s'occuper d'autre chose. Moi je pense que c'est ça. Mais il est capable de ça, bien sûr. Il est tout à fait capable de ça. Et qu'importe les destructions et les pertes de vie humaines, parce que c'est vraiment pas son problème. C'est pas son problème du tout. C'est vraiment pas son problème. Et donc là, la question va être, que va faire l'Iran? Parce qu'il faut se rappeler que l'Iran a perdu beaucoup moins d'hommes ou de moins de pertes civiles ou militaires actuellement, en 48 jours de guerre, que pendant les 12 jours en juin. Oui. Et ça montre bien à quel point les Iraniens sont quand même beaucoup mieux préparés aujourd'hui qu'il y a, disons, 6 mois. Donc quand on parlait un peu de naïveté, je pense qu'il y avait peut-être un peu de naïveté, peut-être moins maintenant, évidemment, parce qu'on apprend avec l'expérience. Mais là, on voit que pour un si grand pays, ils ont perdu même pas 2000 hommes. Et évidemment, rappelez-vous, l'Ukraine, ça fait 3-4 ans qu'ils se font bombarder pratiquement tous les jours, et ils sont toujours debout. Et le système énergétique ou industriel iranien est beaucoup plus grand et beaucoup plus robuste que celui ukrainien. Donc c'est ça qu'il faut. C'est bien pour ça que le constat de l'ancien patron du MI6 est exact. Qui a gagné cette guerre par défaut, c'est bien l'Iran.
on peut dire match nul d'une certaine manière, mais avec avantage à l'Iran. Que lui le dise. Alors oui, pour que lui le dise, c'est significatif. Ouais. Parce que on peut dire ce qu'on veut du MI6, mais c'est tout sauf des anges. Des amateurs. Hein. Des anges, certes, et des amateurs aussi. Je veux dire, c'est des professionnels. On peut même constater un curieux paradoxe là, parce que l'article du New York Times qui montrait la réunion du gorille avec Netanyahou et puis le patron de la CIA, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la CIA et le Pentagone disent mais non. N'y croyez pas une seconde, c'est une farce. C'est une farce. Radcliffe, Ils disent ça devant Netanyahou. Ouais. Oui. Et c'est cet abruti, cet ahuri de Donald qui avale tout ça. Pour quelle raison? Non, mais Alors, pour quelle raison? Non, alors, je crois que le colonel a raison. Non, mais pour quelle raison? D'abord, pour la raison du principe de Peter, le niveau d'incompétence. Ah. Parce que on cherche toujours... dur, mais c'est pas impossible. On cherche toujours du billard à 15 bandes. Oui. Il est beaucoup trop primaire. Mais il est surtout très favorable à Israël. Il est hyper favorable à Israël, mais bon, s'il y avait... Et à une l'Israël machine- de l'extrême Non, droite de Netanyahou. Oui, mais s'il y avait une machine à remonter le temps, il ne referait pas la même chose. Hein. Ça, Non, voilà. je pense Ah. aussi. Je pense Non, aussi. ça, à mon avis. Je pense aussi. Et- Il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est quand même importante aussi, c'est l'état d'Israël aujourd'hui. Quand vous voyez que le chef d'état-major israélien, je ne me souviens pas du nom, Oui, oui. a- Galant. selon ces termes, agité 15 fois le drapeau rouge devant Netanyahou Ouais. en disant on est en train de mettre en péril la survie de Tsahal. Oui. Bon, Une extension des forces. l'irréductible Ça- Tsahal qui gagne toutes ces guerres, etc., elle est au bord de l'effondrement, a-t-il dit. Bon. Oui. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, C'est ça. ainsi que l'effet sur la population israélienne de cette guerre. Avec le Liban, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'espère qu'ils le paieront cher, d'ailleurs. Parce Oui, que, mais regardez, c'est là parce que c'est là où on voit vraiment que ignoble. au-delà ce qu'ils ont fait au au-delà Liban. des impératifs et logiques systémiques, Oui. vous avez deux hommes, Netanyahou Oui. et Trump, Oui, qui font pencher la balance oui, dans l'aventurisme le plus délirant oui. par leur tempérament, leur psychologie, leur impulsivité pour Donald et le radicalisme pour Netanyahou. Mais donc là, on voit bien qu'on sort du cercle de la raison, comme dirait Alain, Oui, bien sûr. et on entre dans le cercle de la déraison, Oui, de la folie, oui, bien sûr, de l'irrationnel total. des deux côtés. Oui. Et du côté américain et du côté israélien, les hommes de métier, du renseignement, Oui. les militaires ont crié au fou. Oui, oui, au fou. Oui. Des deux côtés, les patrons les ont pas écoutés. Oui. Et Netanyahou et Trump. Oui, mais c'est pour ça que ça amène la catastrophe après. Et voilà. Oui, ça mais amène c'est la là. défaite. Oui, mais C'est c'est la là où défaite qu'on ne peut pas contester. Oui, Hein. oui, mais c'est là où on voit le rôle du tempérament, de la psychologie, Bien sûr. de celui qui est aux commandes. Et c'est là où on voit le c'est fameux partout. principe de Peter, niveau d'incompétence pour Trump. Il dominait pas ce sujet-là. Ça le oui. dépasse Non, non. entièrement. Oui. Et l'autre, Netanyahou, a pu d'autant mieux le pousser que Trump ne dominait pas le sujet Oui, et puis que lui aussi, il joue son sort personnel, Netanyahou, aussi. hein. Mais lui, il va C'est en ça. prison quand la guerre s'arrête. Bah oui. Flanqué de ces deux, Un mot- deux mauvais génies. Un mot de conclusion, c'est la fin de cette émission. Lara, Moi, je dirais juste rendez-vous demain à la matinale. Nous allons continuer. donc de demain, débattre. dans la matinale, vous parlez de Trump et du pape, de l'empereur et du pape. C'est-à-dire, on repart dans ces vieux conflits d'histoire des idées politiques des siècles Oui, mais passés. l'empereur, Qui à mange quel du niveau, pape hein. meurt, non Le pape C'est- aussi. Le pape aussi, à mon avis. D'accord, très bien, Lara. Eh ben moi, je Laurent. crois qu'on vit quand même des heures très graves, hein, parce que la paix mondiale est aux mains d'ahuris. Et de fous. Et d'inconscients et d'abrutis. Et le problème, c'est que tout ça augmente considérablement le risque de la venue d'une troisième guerre mondiale. À force de faire ces conneries-là, ils vont finir par nous la coller, la troisième guerre mondiale. Hein. Oui. Vous restez dans cette conviction, Ah, Laurent, oui, de plus en plus. que jamais. De plus en Et plus. Fine. J'ajouterais juste directement suite à Laurent que maintenant ça va être vraiment très intéressant de voir
que va faire la Russie, qu'est en train de faire la Russie et la Chine, parce qu'ils sont en train de bouger diplomatiquement, ils font beaucoup de choses. Comme nous avons mentionné, Lavrov était en Chine, Poutine ira visiter Xi Jinping, donc première moitié de cette année, hein, donc c'est avant fin juin, et c'est eux qui ont mis en place un effort diplomatique avec l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, donc, et le Pakistan d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sous la table dont les médias ne parlent absolument pas. Et je rappelle que la Chine ne va pas se laisser faire. Là, il y a 2 jours, Scott Bessent, qui est donc le ministre du Trésor américain, a mis en place, avec l'accord de Trump, des sanctions secondaires sur toutes les sociétés chinoises qui achèteraient du pétrole iranien. Donc c'est absolument dingue. Les Chinois ne vont pas accepter cela. C'est pour ça que je rejoins quand même un petit peu Laurent. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. On parle d'une paix durable, Trump parle de ça, et en même temps, il y a tous ces éléments qui nous laisse penser qu'on risque une escalade, même dès la semaine prochaine, assez sévère. Quoi. Alors, ou au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Et puis on entend aussi le chihuahua européen qui aboie à nouveau contre les Basques de Poutine. Oui. Ils essaient de se faire entendre à nouveau. Oui, mais enfin, pour moi, c'est secondaire par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Hein. Vous croyez que c'est secondaire ce qui se passe en Ukraine actuellement ? Non, c'est pas secondaire, mais... les lignes rouges qui sont passées les unes après les autres, vous avez vu... Le danger est moins immédiat. Le danger est moins immédiat. Le fait de laisser son espace aérien emprunté par des drones ukrainiens, le fait de cartographier l'ensemble des... Regardez ce qu'on est en train de faire vis-à-vis des... là, il y a eu un avertissement du ministère russe de la Défense il y a 2 jours justement. Sur la fabrication et la livraison des drones occidentaux à l'Ukraine. Parce que c'est l'arme moderne, c'est l'arme du faible au fort, le drone, hein, si on veut, si on peut dire. Mais moi, je voudrais dire que l'implication de la Chine et de la Russie dans l'affaire du Moyen-Orient a une importance majeure. L'Ukraine, je pense qu'à un moment donné, l'Ukraine, ça va se régler, malgré tout, malgré les efforts de l'Union européenne et des puissances d'ailleurs désunies, parce qu'on n'a pas tous le même point de vue sur cette affaire, mais quand je pense... j'écoutais le général Paloméros il y a 2 jours sur... oui, mais c'est intéressant. Vous êtes non, mais j'ai fait preuve d'ouverture d'esprit. Ça. Non, mais c'était intéressant parce qu'il parlait de la destruction de la WACS 3 Sentry qui a été détruit pour un peu moins d'$1 milliard, hein, lui aussi, en disant ça n'a été possible que par la précision apportée par la technologie chinoise d'un satellite chinois qui est, dont les données ne sont pas données aux Iraniens, mais ce sont les Iraniens qui pilotent tout ça maintenant, en direct. Alors vous vous rendez compte, hein, la gravité du truc. Donc moi je pense que, je partage votre inquiétude, à tous les deux, je pense qu'on chemine tout doucement vers une situation extrêmement inflammable. Les guerres mondiales, elles démarrent avec pas grand-chose. Et elle démarre avec un incident. Il y a un engrenage. Il y a un engrenage, mais un incident à un moment donné. Il suffit d'un incident, même mineur, même pas en apparence. Alors ça peut venir d'Ukraine aussi, hein, parce qu'avec nos Européens avertis et stratèges comme ils le sont, tout est possible. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.